Je vais vous parler aujourd'hui de la force de gravitation, qui est finalement la première force qu'on étudie. On a vu le concept de force auparavant, le concept de résultante des forces, mais on n'a pas vu de force en particulier. Et donc, la première que je vous propose d'étudier, c'est la force de gravitation. Alors, la force de gravitation, elle a été mise en évidence par Isaac Newton dans son fameux traité dont on avait parlé la première période sur le cours des forces. Et la légende veut que Isaac Newton était dans son verger, dans un jardin en fait, un soir de pleine lune, posé sur un banc, et il regardait donc la lune, et tout d'un coup, il a vu une pomme tomber d'un arbre. C'est pour ça que souvent, dans la culture populaire, Isaac Newton est associé à une pomme en fait. Alors bon, il y en a qui disent qu'elle lui est tombée sur la tête, ça, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit vrai. Mais en fait, Isaac Newton s'est posé une question. Et cette question, c'était pourquoi est-ce que la Lune ne tombe pas sur la Terre alors qu'elle est dans le ciel et que la pomme, elle tombe sur la Terre, elle tombe de l'arbre. Alors, il a réfléchi à cette question et il en est arrivé à cette conclusion. Si vous avez, alors je ne sais pas si vous voyez un peu mes mains, imaginons que ça, ce soit la Terre et que ça, l'autre main, ce soit la pomme ici. La pomme, elle est accrochée sur son arbre, donc elle n'a pas de vitesse. Donc, à partir du moment où elle se décroche de l'arbre, elle va être attirée en direction de la Terre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, en fait, qu'on peut observer. Donc, elle tombe sur la Terre. Maintenant, la Lune. Les physiciens, les savants, tout le monde, finalement, sait depuis l'Antiquité, même encore avant, que la Lune, elle se déplace, contrairement à la pomme qui est fixe sur son arbre. Alors, si vous avez la Lune qui se déplace, par exemple, dans ce sens-là, et que en se déplaçant dans ce sens-là, elle tombe sur Terre. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de tomber en étant immobile directement sur Terre, elle tombe, mais elle passe à côté de la Terre, puisque justement, elle a déjà un mouvement au préalable. Et en fait, c'est ça l'idée d'Isaac Newton, c'est de se dire que la Lune, en réalité, elle tombe sur la Terre, mais elle la rate parce qu'elle a déjà une vitesse. Et en fait, elle la rate en permanence, ce qui fait qu'elle lui tourne autour. Et c'est ça l'explication de Newton. Et cette explication, elle est très belle, elle est très correcte, parce que finalement, il en arrive à la conclusion que c'est la même force qui est responsable du fait que la pomme tombe d'un arbre, et c'est aussi la même force donc qui est responsable du fait que la Lune tourne autour de la Terre. La différence, c'est que, encore une fois, la pomme, initialement, elle est immobile sur l'arbre. Donc, quand elle tombe directement sur la Terre, tandis que la Lune, elle n'est pas immobile, elle a une vitesse. Donc, elle tombe en quelque sorte à côté de la Terre, elle la rate en permanence, ce qui lui donne un mouvement de rotation autour de la Terre. Tout ça, il va l'expliquer dans une loi très, très fameuse qui s'appelle la loi universelle de la gravitation. Et c'est cette loi que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Alors, cette loi, du point de vue des formules, en fait, on peut l'expliquer de la manière suivante. Vous avez ici, je vais prendre un petit stylo rouge, en fait, ici, là. Je vais prendre celui-là, tiens. Voilà. Vous avez ici un objet. Oups, je me suis un petit peu raté. Alors, je vais prendre le stylo, même si c'est moins propre, c'est plus facile. Un objet A, ici, et puis un autre objet à côté, un objet B. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du vert, voilà. Un objet B ici. Deux objets. Ce que dit la loi universelle de la gravitation, c'est que tout corps A, je vais prendre un trait là, hop, voilà. Tout corps A, donc le rouge chez moi, exerce une force de gravitation attractive sur tout autre corps B. Et ce qui caractérise les corps, ce sont leurs masses. La masse MA pour le corps A, la masse MB pour le corps B. Donc en fait, la loi de la gravitation, elle dit que rien que par le fait que l'objet ici a une masse qui s'appelle MA et l'objet qui est ici a une masse qui s'appelle MB, alors ces deux objets vont s'attirer parmi avec des forces que j'ai dessinées ici, que j'ai dessinées en vert, c'est ces vecteurs-là. Donc l'objet A attire l'objet B et l'objet B attire l'objet A. Donc les deux s'attirent. Alors la formule qui permet de calculer en fait cette force a été introduite par Isaac Newton et c'est celle qui est encadrée en rouge en ce moment. Alors que dit cette formule? Elle dit que la force de gravitation, donc cette force d'attraction, elle dépend de la masse en fait des objets, puisque ici vous avez le produit des deux masses, MA fois MB. Donc il faut multiplier la masse d'un objet et la masse de l'autre.
Mais elle dépend aussi de quelque chose de très important que je vais dessiner en bleu, qui est la distance. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Qui est la distance entre les deux objets. Distance que j'ai représentée ici sur mon schéma en bleu en ce moment. Voilà, cette distance-là, j'ai un petit peu de la peine. Je voulais faire un trait un peu plus rond. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, cette distance, dans la formule, elle apparaît au carré sous la barre, en fait, ici. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que plus la masse des objets est grande, plus la force de gravitation va être grande, mais plus la distance qui les sépare est grande, plus la force va être petite. Alors, il reste un dernier point là-dedans, qui est ce facteur G que vous voyez ici. Alors, ce facteur G, je vais en parler dans un tout petit moment, mais je vous dis tout de suite, c'est ce qu'on appelle la constante universelle de la gravitation. Alors, cette constante universelle de la gravitation, on l'appelle G majuscule, c'est le symbole utilisé, à ne pas confondre avec le G qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. Ce G qui vaut 9,81 mètres par seconde carré, qu'on a vu dans le cadre de la chute libre, c'est une accélération, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, quelques précisions par rapport aux grandeurs qu'il y a dans la formule. Tout d'abord, il y a deux masses, MA et MB. Alors, les masses, elles doivent être exprimées en kilogrammes. C'est obligatoire dans la formule, ça doit être des kilogrammes. Et puis, il y a aussi la distance qui apparaît ici, cette distance D. Elle doit être exprimée en mètres. Donc, même si on cherche à calculer, par exemple, la force de gravitation qu'il y a entre le Soleil et la Terre, avec des distances qui sont très grandes, distances qu'on va donc exprimer en kilomètres, eh bien, on doit transformer cette distance en mètres, comme vous allez le voir dans un tout petit moment quand je parlerai du facteur G en fait, qu'il y a ici. Alors, quelques remarques par rapport à cette loi. Première remarque, l'agent de la force, c'est-à-dire ce qui est responsable du fait que cette force existe, c'est la masse des objets. Donc, c'est parce que les objets ont une masse qu'ils s'attirent entre eux. Donc, ça veut dire, par exemple, moi, je ne sais pas, si je prends cette calculette et ce stylo, ces deux objets, si je les mets sur une balance, je peux mesurer leur masse. Et donc, en mesurant leur masse, eh bien, par le fait qu'ils aient, je vais obtenir évidemment des masses qui sont différentes de zéro, donc par le simple fait que ces objets ont une masse, ils vont s'attirer entre eux. Alors évidemment, on n'a jamais vu la calculette attirer le stylo. Hein, c'est une force qu'on n'arrive pas à déceler en fait. Mais néanmoins, elle existe. Pourquoi on n'arrive pas à la déceler? Parce qu'elle est toute petite. C'est une force en fait qui devient importante. C'est l'objet de la deuxième remarque, lorsque la masse des corps devient grande. Donc, plus la masse des objets est grande, plus la force va être élevée. Et donc, il faut quand même des corps relativement lourds pour que la force soit importante et qu'on puisse donc la déceler. Autre remarque, toujours par rapport à cette formule ici, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus la distance est grande, comme on divise par la distance, et même la distance au carré, plus cette distance augmente, plus la force de gravitation diminue. Donc ça veut dire que les corps, par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, une fusée qui quitte la Terre, eh bien, plus la fusée s'éloigne de la Terre, moins elle va être attirée par la Terre. Et donc, il y a un moment où elle sera plus attirée, alors quasiment plus, ce sera une situation qu'on appelle d'apesanteur. Donc, là-dedans, pour en revenir à ma remarque ici, plus les corps sont éloignés entre eux, plus la force est petite. Définition très importante, un terme que vous avez probablement déjà entendu, qui est le terme de centre de gravité. Le centre de gravité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, tout simplement, d'après ce qu'on a vu les semaines précédentes, c'est le point d'application de la force de gravitation. On a vu que toute force, ce qui est important, c'est sa direction, son sens, son intensité et aussi l'endroit où elle s'applique. Eh bien, la force de gravitation, elle s'applique en un point qu'on appelle le centre de gravité des objets. Alors, les centres de gravité des objets, c'est quelque chose qui, pour n'importe quel objet, est quelque chose de relativement difficile à déterminer, à moins que l'objet ait une certaine symétrie. Et nous, dans les cas de figure qu'on
qu'on va étudier. On va étudier la force de gravitation entre des planètes, entre des étoiles. Et les planètes, les étoiles, c'est des objets qui sont des sphères. Donc, le centre de gravité, on considère que c'est le centre de ces sphères. Donc, on ne va pas trop loin dans les calculs à propos de ça. On considérera toujours que le centre de gravité, c'est le centre des objets. Dernière remarque sur ce transparent, en fait, et non des moindres, c'est que les deux corps qui subissent la force de gravitation, il y a toujours un corps qui attire l'autre, eh bien, je peux dire et vice-versa. Si le corps A exerce une force sur le corps B, eh bien, le corps B, il va exercer la même force sur le corps A. C'est-à-dire que les deux objets vont s'attirer de la même manière en termes de force. C'est la même force qui va agir sur un objet ou sur l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, je saute par le balcon, bon, j'habite quasiment au rez-de-chaussée, donc le balcon n'est pas très haut, hein. Je vais donc tomber. Probablement, je ne vais pas me faire mal, hein. Et donc, si je saute par le balcon, on aura tendance à dire que c'est moi qui descends, en fait. Mais cette loi, elle dit quoi? Elle dit que la force est la même. Donc, finalement, est-ce que c'est la Terre qui m'attire ou est-ce que c'est moi qui attire la Terre? En réalité, c'est les deux. Mais l'effet d'une force n'est pas le même en fonction des objets qui subissent ces forces. Si par exemple, moi, je pousse mon vélo avec les mains, étant donné que le vélo est assez léger, je n'ai pas trop de difficulté à le faire avancer. Mais si j'exerce la même force sur ma voiture, par exemple, et ben là, même si je desserre le frein à main, ça va être plus difficile parce qu'en fait, la voiture, elle est évidemment beaucoup plus lourde que le vélo. Donc, bien que j'exerce la même force, si l'objet est lourd, l'effet, le déplacement va être plus faible, en fait, moins important. Et donc là, c'est exactement la même chose. Quand moi, je saute du balcon, j'attire la Terre autant que la Terre m'attire moi. Mais comme moi, je suis beaucoup plus léger que la Terre, eh ben, c'est effectivement moi qui vais bouger en direction de la Terre plutôt que la Terre qui va monter sous mes pieds. Est-ce qu'il y a une petite question déjà jusque-là? Je vois qu'il y a 25 chats, mais il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure dans la formule du facteur G qui est ici. Ce facteur G, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce facteur G, c'est la constante universelle de la gravitation. J'ai préparé exprès un petit transparent, rien que pour parler de cette constante universelle de la gravitation. Cette constante universelle, comme son nom l'indique, c'est une constante et elle est universelle. Ça veut donc dire que c'est une constante qui est donc partout la même dans l'univers. Donc, si vous voulez mesurer la force de gravitation entre deux objets, où que vous soyez dans l'univers, eh bien, vous devez toujours utiliser cette constante-là. Que vous soyez sur Terre, sur la Lune, entre la Lune et la Terre, au milieu du Soleil, dans l'espace, loin de tout astre, ce sera toujours cette valeur, 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton fois mètre carré fois kilogramme au carré. Et là, première petite remarque, je vais prendre du vert. Si vous regardez les unités, vous voyez qu'on a des mètres carrés et des par kilo au carré. Et c'est pour ça, en fait, que la distance dans la formule, elle doit être en mètres. C'est à cause de cette formule ici. Et c'est aussi à cause de ça que la masse doit être en kilogrammes. Si vous mettez une masse en tonnes ou une distance en kilomètres, par exemple, en fait, si vous ne mettez pas la distance en mètres et que vous ne mettez pas non plus les masses en kilos, et bien du coup, cette constante n'est pas applicable en fait dans la formule et donc vous trouvez un résultat qui va être faux. Vous êtes donc obligé d'utiliser cette formule et d'utiliser des masses en kilos et des distances en mètres. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette constante de la gravitation, elle ne dépend pas de l'endroit où la force de gravitation s'exerce. Et elle ne dépend pas non plus du type de corps en interaction. C'est-à-dire que si vous cherchez à calculer, je reprends ma calculette ici, hein, si vous cherchez à calculer la force qu'il y a entre les deux, eh bien, vous allez utiliser la masse de la calculette, la masse du stabilo, la distance qu'il y a entre les deux, mais le G, vous allez utiliser cette valeur-là. Vous allez utiliser la constante universelle de la gravitation. Si ensuite vous avez un exercice où vous devez calculer
je sais pas, la force qu'il y a entre le Soleil et la Terre. Il vous faudra la masse du Soleil, il vous faudra la masse de la Terre, la distance entre le Soleil et la Terre, mais le G, ce sera toujours cette valeur-là. Toujours. Alors, il se trouve que cette valeur de G, c'est une valeur qui a été historiquement très difficile à déterminer par l'expérience. Elle a été déterminée par un physicien, je crois écossais, mais je ne suis pas sûr, qui s'appelait Cavendish. Et si vous regardez ici, il y a quelque chose d'intéressant. Ça a été fait par une expérience en 1798. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette date, en fait? Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant dans cette date, c'est que si on regarde la loi de la gravitation dans laquelle apparaît ce G, ici, eh bien, cette loi, elle est apparue dans un traité dont on a déjà discuté, le fameux traité publié par M. Newton, Sir Isaac Newton, en 1687. Donc, la formule, elle a été postulée par Isaac Newton en 1687. Mais par contre, le G qui apparaît dans la formule, il a été mesuré uniquement en 1798. Donc ça veut dire à peu près 100 ans plus tard. Donc en fait, Newton, quand il a dicté cette loi, quand il a établi cette loi, en fait, la loi de la gravitation, il ne connaissait pas la valeur de G, en fait. Donc lui, il a plutôt raisonné en termes de proportionnalité, de se dire que la force qu'il y a entre deux objets, elle est proportionnelle à la masse des deux objets, d'où non, c'est pas ça que je veux. D'où le produit ici des deux masses. Et il a aussi bien compris que c'était inversement proportionnel à la distance au carré, d'où le terme d carré ici dans la forme. Alors, je ne vous explique pas, parce que ce n'est pas très intéressant ici, comment a fait M. Cavendish pour déterminer cette valeur, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir finalement quelle est cette valeur. Cette valeur, elle est de 6,67 fois 10 puissance moins 11. Donc, ça veut dire que si vous l'écrivez en nombre décimal, vous devez écrire 0,0000000000667. Donc, vous devez mettre quand même pas mal de zéros. Et donc, c'est une valeur qui est très, très petite. C'est une très faible valeur. Alors, du coup, comme la valeur est très petite, eh bien, ça explique pourquoi, quand vous calculez une force de gravitation, si cette valeur-là est très petite, pour que la force devienne suffisamment grande, il faut que les masses, au moins une des masses, soit très grosse. Si les masses sont petites aussi, eh bien, vous aurez une force de gravitation qui est très petite. Et par exemple, si vous calculez la force qu'il y a entre cette calculette et ce stabilo, leur masse étant très petite, vous allez trouver une force de gravitation qui sera très très faible. Et donc du coup, c'est parce qu'elle est très faible qu'on ne la remarque pas et qu'on ne voit jamais la calculette qui saute sur le stylo ou l'inverse, en fait. Et le fait que ce soit très faible ici, et que donc du coup, on ait besoin de masses très grandes pour pouvoir déceler cette force de gravitation, ça a une influence sur l'expérience finalement qui a permis de l'établir, en fait, de la calculer, cette valeur. C'est évidemment ça qui fait que l'expérience a été difficile à mettre en place. C'est la faible valeur de G qui provoque une faible force de gravitation quand on a des masses petites. Par contre, quand on a des masses qui deviennent grandes, comme c'est la masse du Soleil, comme la masse de la Lune, comme la masse de la Terre, ou je ne sais quoi d'autre, alors à ce moment-là, la force, elle devient importante. Et c'est la raison pour laquelle la force de gravitation, elle devient très importante dès qu'on a des grandes masses, c'est-à-dire que c'est elle qui va régir le mouvement des corps célestes dans l'univers. C'est elle qui va contrôler finalement, donner le mouvement des objets, étoiles, planètes, galaxies, etc., dans l'univers.